la une de l'actualité de ce mardi, il est depuis hier membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Le président Alassane Ouattara devient le deuxième président ivoirien après Félix Houphouët-Boigny à intégrer l'Académie des sciences d'outre-mer, société savante créée en 1922. Une quinzaine de pays africains réunis pour rendre plus efficace la lutte contre le paludisme. Le réseau des partenaires Faire reculer le palu est en réunion depuis hier à Abidjan. Objectif, partager les expériences fructueuses en matière de lutte contre le paludisme. Et puis les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes français assassinés au Mali, sont arrivés ce matin à Paris. Un hommage leur a été rendu par leurs confrères, mais avant, ils ont été décorés à titre posthume sur le sol malien par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. La mort des deux journalistes français à Kidal, comment cela a-t-il pu arriver dans une zone quadrillée par la force Serval? Comment ce commando a-t-il pu disparaître sans laisser aucune trace? Et puis comment évolue l'enquête sur place? Nous en parlerons tout à l'heure avec Sylvie Touré, chef du service politique et actualité internationale sur RTI 1 et envoyée spéciale au Mali lors des élections présidentielles. Mais avant, rendons-nous en France. Le président Alassane Ouattara a été distingué hier après-midi. Il est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris. C'est le deuxième président ivoirien après Félix Houphouët-Boigny à intégrer cette société savante. Elle a été créée en 1922. Abiba Dambélé Saoui. Le président Alassane Ouattara est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il a été installé cet après-midi au 15 rue La Pérouse, dans le 16e arrondissement de Paris, devant un parterre de personnalités, au rang desquelles l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, le président du Faso, Blaise Compaoré, membre de l'Académie et invité spécial de cette investiture. Et c'est le parcours d'un homme exceptionnel qui est mis en exergue à travers cette distinction. Et l'honneur est revenu à un éminent membre de cette société savante, l'ambassadeur Jean-Marc Simon, de présenter l'enfant de Dimbo Kro, fils de chef, qui deviendra président de la République de Côte d'Ivoire. Un homme de courage, de conviction, un homme d'État en somme. Après le président Abdou Diouf, qui a assumé il y a quelques années déjà l'héritage de Léopold Sédar Senghor, c'est aujourd'hui à Alassane Ouattara qu'il revient de reprendre le flambeau de Félix Houphouët-Boigny. Il devient ainsi, au sein de notre Académie, le deuxième chef d'État en exercice, avec le président Blaise Compaoré, dont je salue la présence. C'est un destin singulier que celui d'Alassane Ouattara. Un cheminement qui le conduit de l'école primaire de Dimbo Kro, où il est né en 1942, au cœur de la Côte d'Ivoire, à la présidence de la République, qu'il conquiert de haute lutte en 2010. Un parcours semé d'embûches qu'il saura déjouer, les unes après les autres, avec courage et persévérance. Contrairement à bien d'autres, ce n'est pas l'idéologie qui le conduit à la politique. Il ne refait ni le monde ni l'Afrique dans les arrière-salles enfumées des bistrots du quartier latin. La politique, il la découvre au contact quotidien de la réalité. Pour lui, elle est fille de la raison bien plus que de l'émotion. C'est en effet l'économie qui guide le docteur Alassane Ouattara tout au long de sa carrière. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a axé sa communication sur 3 points. Il a présenté l'Afrique au plan économique, une Afrique émergente, avec un taux de croissance qui avoisine les 5% l'an. Le nouvel académicien a également parlé de la démocratie en net progrès et de la sécurité sur le continent. Sur ces 10 dernières années, je note que la croissance économique en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut en termes réels, avoisine 5% l'an et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Sur 6 des 10 pays dont le taux de croissance est le plus élevé,
dans le monde se situent en Afrique. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, avec un taux de 9,8% en 2012, pourrait réaliser un taux de croissance à 2 chiffres à partir de 2015, consolidant ainsi son rôle de moteur de la croissance économique de la sous-région ouest-africaine francophone. Les performances économiques de l'Afrique coïncident avec la progression de la démocratie sur le continent et avec l'adoption par l'Union africaine et les organisations régionales des normes relatives au régime des coups d'État et de toute forme de prise illégale du pouvoir. Cette progression de la démocratie est manifeste. L'académicien Alassane Ouattara s'est ensuite approprié la devise de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui est savoir, comprendre, respecter et aimer. Le savoir renvoie à la science, moteur de l'évolution du monde, parce que la compréhension mutuelle s'impose à nous, Ivoiriens, qui prônons le vivre ensemble, parce que le respect mutuel demeure une vertu cardinale dans toute démocratie digne de ce nom, parce que l'amour, enfin, gouverne le monde depuis la cellule familiale jusqu'à la coopération entre les nations. Je suis heureux de proclamer que je fais mienne cette devise bien choisie qui devrait guider toute action humaine. Avant cette cérémonie, 1 minute de silence a été observée en la mémoire des 2 journalistes de Radio France Internationale assassinés à Kidal alors qu'ils exerçaient leur métier. Lors de la cérémonie de distinction, le chef de l'État ivoirien a exposé sur le thème « L'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis ». Nous vous posons maintenant quelques réactions au sortir de la cérémonie. Je suis très heureuse que la Côte d'Ivoire ait été honorée par l'intermédiaire de mon époux et vraiment très très heureuse. Je pense bien que le président Alassane Ouattara, à travers son parcours historique qui a été présenté, indique bien que je crois qu'il est l'homme parfait pour être dans ce cénacle de grands, pour réfléchir, pour apporter plus d'humanisme au monde. Je suis fier et je suis très content pour lui et pour l'Afrique. Je me réjouis de cette élection aujourd'hui qui nous permet d'avoir un chef d'État d'un pays très important que j'ai défendu dans les temps difficiles. Et je disais au président il y a quelques minutes qu'il était l'origine de mon article le plus populaire, publié dans Jeune Afrique, lorsque j'avais publié une lettre ouverte relative à son élection. Et donc aujourd'hui, c'est une espèce de consécration dont on se réjouit les uns et les autres. C'est une grande manifestation. Ensuite, c'est une manifestation qui, non seulement met le président en valeur, mais la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que ce monde qui est venu pour assister a vu et que nous pouvons compter sur le président pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont arrivés ce matin à Paris, mais avant une cérémonie sobre, un dernier hommage de leurs confrères devant environ 200 personnes, dont les principaux dirigeants de Radio France Internationale. Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été décorés à titre posthume par le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, bonjour Sylvie Touré. Bonjour Fatou. Vous êtes chef du service politique, actualité internationale et puis envoyé spécial au Mali lors des élections présidentielles. Avant l'arrivée des forces françaises et africaines au Mali, la tenue des élections présidentielles dans de bonnes conditions et puis l'investiture du nouveau président le 19 septembre dernier, eh bien on pensait tendre vers la normalisation, on pensait tendre vers la sécurisation de Kidal, mais malgré la force française Serval sur place, la sécurité n'y est pas parce que la question est maintenant de savoir comment ce commando a pu s'introduire sur place, kidnapper, enlever et tuer ces Français et puis surtout disparaître sans laisser aucune trace, Sylvie.
Alors, c'est des interrogations tout à fait légitimes. Il faut dire que ce qui s'est passé au Mali ce week-end est très surprenant. Surprenant parce que le pays était en plein dans les assises de la réconciliation. Et ensuite, vous avez évoqué tout à l'heure les élections. C'est la période pendant laquelle on appréhendait le plus ce genre de menaces-là. Mais il n'y a rien eu. Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. On a vu l'issue et ça a surpris agréablement beaucoup. Et il y a aussi la présence des Serval à Kidal. Alors on ne peut pas comprendre qu'avec 3000 ou 3200 hommes au Mali, ils puissent avoir de tels actes à Kidal. On sait que Kidal, c'est le centre névralgique du nord du Mali. Ce qu'il faut noter, c'est que sur les 3200 ou 3000 hommes, on ne sait pas exactement combien ils sont, soldats de l'opération Serval qui sont déployés au Mali, jusqu'au samedi où il y a eu où il y a eu cet assassinat, il n'y avait que 200 hommes à Kidal. C'est difficile à comprendre et expliquer. Alors on se dit certainement que la force Serval a sous-estimé la menace parce que Kidal, c'est pas une grande région, c'est moins de 30 000 habitants avec 150 000 km², un peu en termes de superficie dans les proportions de Yopougon. Alors ce n'est ni Kaboul, ce n'est ni Bagdad, donc c'est une zone à contrôler. Oui, comme vous le dites, c'est difficile à comprendre puisqu'on sait que cette zone est un peu dominée par le MNLA, donc il n'y a pas lieu de sous-estimer la sécurité là-bas. Non, du tout. Et ça amène à d'autres interrogations. Qui finalement est le maître de Kidal? Est-ce que Kidal est effectivement aux mains du MNLA ou il y a encore d'autres groupes incontrôlés qui sévissent ou qui règnent à Kidal? C'est des questions qu'on s'interroge parce que vous vous rappelez, à la veille, à 24 heures de l'élection présidentielle au Mali, il y a eu 3 personnes qui ont été enlevées, 2 agents électoraux et un agent municipal qui ont été enlevés à la mairie de Kidal. Et les responsables du MNLA avaient nié cet enlèvement et l'avaient mis au compte de groupes incontrôlés. Alors une zone avec des groupes incontrôlés nécessite bien sûr plus de mesures de sécurité. Oui, sécurité maximale. Mais revenons sur cet enlèvement et puis ces meurtres des 2 journalistes français. Il y a eu plusieurs versions. Il se dit même qu'il y a déjà des arrestations qui ont eu lieu. Est-ce qu'on peut déjà parler d'issue de l'enquête? Comment ça évolue sur le terrain? Non, du tout, on ne peut parler d'issue d'enquête parce que l'enquête a commencé seulement dimanche. Nous sommes aujourd'hui mardi. L'enquête se déroule normalement, je crois, puisque la gendarmerie malienne a évoqué des arrestations. Une dizaine de personnes auraient été arrêtées. Et ce qui est rassurant, c'est qu'au niveau du ministère de la Défense français, il y aurait des pistes pour retracer ces ravisseurs, ces assassins. On espère que c'est une enquête qui aboutira parce que tout à l'heure, quand je parlais de l'enlèvement, à quelques jours de l'élection, l'enlèvement était attribué à des groupes incontrôlés, mais on n'a jamais su c'était lequel des groupes, on n'a jamais mis la main sur les ravisseurs. Donc on espère que cette fois-ci, il y a eu meurtre et pour assurer les populations maliennes et le monde entier que la question malienne est traitée avec beaucoup de sérieux, on espère que cette fois on saura qui a perpétré cet assassinat à Kidal. D'accord, et puis parlons d'enquête, le préalable, je crois que ça doit être de savoir d'abord dans quelles conditions ils sont morts. Parce qu'il y a une version qui dit qu'ils ont été tués par balle et puis on a appris aujourd'hui qu'il y a eu d'autres possibilités. Est-ce qu'on sait vraiment comment ils sont morts? Je pense que c'est l'enquête qui nous dira. Je sais à quoi vous faites allusion. Il y a eu, selon certaines sources, les 2 journalistes auraient été égorgés et non criblés des balles, comme l'ont dit les autorités, les autorités françaises. Et ce qui est encore surprenant, c'est que l'enlèvement a eu lieu aux portes du responsable du MNLA qu'ils étaient venus interroger. Il a même dit qu'il entendait, il a entendu les éclats de voix, les échanges entre les ravisseurs et les journalistes. Il est sorti, on lui a recommandé d'entrer. Et donc des groupes incontrôlés qui entrent à Kidal et qui arrivent même aux portes des responsables du MNLA. Qui lui demande d'entrer et celui qui se laisse faire alors qu'il est censé être un des responsables. Un des responsables, voilà. Donc il faut se poser beaucoup de questions. C'est ce qui se passe réellement à Kidal. Et puis une autre question, on a appris hier soir que 150 soldats français ont été dépêchés sur place à Kidal pour prêter main forte à la force Serval. Alors est-ce que cela remet en cause le retrait progressif des troupes françaises qui avait été annoncé pour bientôt? Je pense que c'est une question qui doit être considérée. Faut-il, oui ou non, un retrait réduit? Il était question de réduire à 2000 au lieu de 3000, de réduire donc de 1000 et de maintenir 2000 hommes de Serval.
au Mali. Ce qui s'est passé le week-end dernier à Kidal démontre que la question doit être reconsidérée et que le niveau de sécurité qu'on pensait avoir atteint n'est pas réel. Et plutôt que il est intéressant de renforcer la présence militaire à Kidal, mais je pense aussi qu'on peut faire une ouverture aux autres forces présentes sur le territoire malien, aux forces de la MINUSMA, aux 6 000 hommes de la MINUSMA qui ont été déployés au Mali, à l'armée malienne également, voilà, qui n'ont pas d'accès, qui n'ont pas de présence. Ils se contentent de 5 patrouilles à Kidal. Et c'est seulement Serval et le MNLA qui assurent une réelle présence à Kidal. Donc on doit permettre à ces hommes-là, qui ont quand même une expérience, et de pouvoir apporter leur pierre à la sécurisation de cette région. Oui, et puis surtout que si les troupes françaises se retirent, ce sont elles qui seront sur place. Bien sûr. Donc comment pouvoir contrôler une zone si on n'a même pas actuellement l'autorisation d'être présent là-bas? D'où l'intérêt déjà, au-delà des 5 patrouilles, de permettre à ces forces-là de la MINUSMA, c'est vrai qu'on attend 12 000 hommes, on en a 6 000, mais déjà les 6 000 peuvent être utilisés. Absolument. Et puis ce matin même, on a appris que 3 mouvements rebelles, dont le MNLA, ont fait fusion. Alors à quoi répond cette fusion et puis à quoi est-ce qu'on doit s'attendre concrètement sur le terrain? D'accord. Alors il faut expliquer déjà à ce niveau qu'il s'agit du MNLA, vous l'avez dit, du HCUA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, et du MAA, un mouvement arabe. Il faut dire que c'est les 3 principaux mouvements qui avaient assiégé le nord du Mali un moment. Et que ces forces-là se décident à se réunir, ça fait un seul interlocuteur pour Bamako et ils vont présenter une seule et même plateforme de négociation. Bamako sait à quoi s'attendre, Bamako sait de quoi discuter avec ces rebelles. Il faut noter qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent pourquoi il y a encore des groupes rebelles dans le Nord. Il est important de faire la précision suivante. La guerre du Nord au Mali a eu lieu contre les terroristes. C'était une guerre antiterroriste et non contre la rébellion Touareg. Parce que la communauté internationale a estimé que les Touaregs sont chez eux au Mali. C'est des Maliens qui ont le droit d'avoir des aspirations, qui ont le droit d'avoir des revendications. Donc il n'y a pas eu de guerre contre ces mouvements. Simplement, les groupes armés ont été juste cantonnés. Donc aujourd'hui, que ces groupes se réunissent, je pense que c'est de bonne guerre et ça facilite le processus de réconciliation qui est enclenché. Ça a été ils doivent se retrouver encore pour discuter parce que selon l'accord de Ouagadougou de juin dernier, le premier défi de IBK, c'est bien sûr la question du Nord. Oui. Sans oublier qu'il a précisé que tout est négociable, sauf une cession du pays. Hein. Justement, ça c'est clair. Ce que les groupes rebelles demandent au Nord, on le sait, c'est l'autonomie du pays. Sur la question, IBK a dit non. Peut-être que cela pourrait expliquer, sa réaction pourrait expliquer les attaques aussi, les attaques ou les assassinats qu'il y a eu à Kidal. Il pourrait s'agir de groupes extrémistes. Si les courants, si les mouvements qui existent, le MNLA, le ICIA et le MAA, sont traversés par des courants d'extrémistes, ces personnes pourraient ne pas se reconnaître dans les déclarations faites par leurs responsables et déjà attaquer ou manifester leur ou ne pas vouloir appliquer tout simplement leur désaccord. Voilà. Donc il faut aller vite à la table des négociations parce que c'est vrai que la réconciliation et la question du Nord, c'est le premier défi, mais ce n'est pas le seul. Le Mali est l'un des pays les plus pauvres au monde. Au nord, il y a la guerre. Au sud, on a faim, on a envie de travailler. Donc, c'est tous ces problèmes-là, il faut prendre en compte et aller très vite. Merci Sylvie Touré pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes chef du service politique et actualité internationale sur RTI 1 et puis envoyé spécial à Bamako lors des élections présidentielles. Merci à vous. Avec vous, nous avons parlé tout à l'heure de l'assassinat des 2 journalistes français dans le nord du Mali et comment évolue la situation sécuritaire dans cette zone encore sous contrôle rebelle. Toujours au sujet du meurtre des 2 journalistes français, ici en Côte d'Ivoire, c'est l'émoi et l'incompréhension totale dans le milieu de la presse. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est triste, profondément attristée par le décès tragique de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal ce samedi. Nous tenons donc à exprimer nos sincères condoléances à l'ensemble du personnel de Radio France Internationale et à la direction de cette radio. Après l'assassinat de Jean-Hélène il y a 10 ans, nous pensons que trop c'est trop. Plus jamais ce genre d'actes barbares sur le sol d'Afrique. Ces moments sont des moments de grande émotion, de grande tristesse, mais tous les jours, beaucoup de journalistes malheureusement perdent la vie sur des théâtres dans nos pays. Malheureusement,
souvent dans l'indifférence. C'est pourquoi nous nous associons à toutes les voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le monde entier pour dénoncer cet assassinat, pour demander qu'il soit garanti aux journalistes des conditions meilleures de travail. C'est vraiment dommage que cela arrive aux journalistes. Parce que c'est celui qui, journaliste, défend toutes les causes, toutes les bonnes causes. Il défend aussi bien le chef dans ses droits que le collaborateur du chef. Il défend aussi bien la famille que ce qui reste de la famille, l'orphelin, la veuve. Il défend toutes les causes et il ne fait pas de distinction. C'est une nouvelle qui nous indigne, qui choque et qui bouleverse. C'est d'autant plus qu'elle nous inquiète parce que assassiner des journalistes dans l'exercice de leur métier nous amène à nous interroger finalement dans quel monde évoluons-nous. Quand le journaliste n'informe pas, on dit qu'il ne donne pas de bonnes informations. Et quand il doit aller à la source, sans le vouloir qu'il va à la rencontre de la mort, cela nous pose énormément de problèmes et nous interpelle. Nous voudrions inviter tous les pays en crise, les autorités des pays en crise, de faire en sorte que l'exercice du métier de journalisme soit protégé dans leur pays. 2 confrères qui meurent dans les îles de travail, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et nous devons nous mobiliser tous, tant que nous sommes journalistes, même simples citoyens, parce que les journalistes travaillent pour les citoyens, pour leur donner des informations. C'est grâce au travail que ces 2 victimes-là faisaient à Kidal que nous savons ce qui se passe là-bas. S'il n'y avait pas eu quelqu'un pour prendre le risque d'aller là-bas, pour nous expliquer la situation, on ne le saurait pas. Comme partout ailleurs dans le monde, en Syrie et autres, il faut que les journalistes y aillent. Nous devons donc nous mobiliser pour que ce genre de barbarie-là s'arrête. Voilà, c'était quelques réactions recueillies dans l'univers de la presse ivoirienne. Et puis rappelons pour clore ce chapitre que les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes français assassinés au Mali, sont arrivés ce matin à Paris. Bientôt, une enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. C'est l'objet de la signature d'un accord entre le Comité national de surveillance de la traite, l'exploitation et du travail des enfants et l'Université américaine de Tulane. Viviane Aïma. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, est à la tâche pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Sous sa conduite, la lutte connaît des progrès, en témoigne le lancement bientôt à son initiative d'une grande enquête sur le territoire national pour évaluer le nombre d'enfants victimes, leur provenance, les localités exactes où ils sont abusivement exploités et les mesures à prendre pour éliminer définitivement le phénomène sur le sol ivoirien. Recevant le 17 octobre dernier sa consoeur première dame du Burkina Faso pour la signature de l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait annoncé cet important projet. Pour la réalisation de cette enquête, un accord vient d'être signé le lundi 28 octobre dernier à Washington, D.C., dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire avec l'Université américaine de Tulane, qui est chargée de réaliser cette enquête. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Conseil national de surveillance, était représentée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. S'agissant de ce fléau, beaucoup d'interrogations restent encore sans réponse. Combien d'enfants travaillent-ils encore dans les plantations de cacao? Dans quelle localité exacte travaillent-ils? D'où viennent-ils? Quelles mesures doit-on prendre pour éliminer définitivement ce fléau? Telles sont quelques questions qui trouveront réponse, nous l'espérons, au terme de cette enquête. La signature s'est faite en présence de nombreux partenaires, dont la Fondation mondiale du cacao. L'enquête va bénéficier d'une contribution financière de l'État américain à hauteur de 1,5 million de dollars, soit environ 700 millions de francs. Les parties ivoiriennes et américaines se sont engagées à garantir sa transparence.
Le sous-secrétaire d'État américain au département du travail a salué l'engagement personnel de la première dame Dominique Ouattara dans la lutte contre la traite des enfants. L'enquête qui sera réalisée par l'université de Tulane va bénéficier du partenariat technique de l'École nationale d'économie et de statistiques appliquées de Côte d'Ivoire. Ouverture ce mardi à Paris du Salon international du bâtiment et de l'architecture. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Construction prend part à ce rendez-vous mondial. 3500 exposants et 400 000 visiteurs attendus font de l'événement une aubaine pour la Côte d'Ivoire en reconstruction post-crise. Sylvie Touré. Batimata 2013, le Salon international du bâtiment et de l'architecture, la plus grande tribune au monde dédiée au bâtiment, a ouvert ses portes. 3500 exposants vantent leur savoir-faire en matière de construction, d'aménagement intérieur et extérieur. Une opportunité pour la Côte d'Ivoire, présente avec une forte délégation, conduite par le ministre Mamadou Sanogo. À part les pays du Maghreb, je crois que la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, est le seul pays d'Afrique noire à avoir donc un stand à d'importants salons dédiés donc aux matériaux du bâtiment. La Côte d'Ivoire s'est inscrite donc dans la voie de la reconstruction. Nous devions d'être ici et donc c'est le sens de notre présence. Vous venez voir un peu l'évolution des technologies en la matière et vous savez avec moi que la Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste programme de réalisation donc, des logements sociaux. Aux côtés du ministre Mamadou Sanogo, des représentants du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, l'AGEF, l'Agence de gestion foncière, la Chambre de commerce et d'industrie et le district d'Abidjan. L'objectif est clair, présenter les opportunités d'investissement dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire à ce rendez-vous de l'offre et de la demande. Batimata 2013 referme ses portes le 8 novembre prochain, mais avant, une journée consacrée à la Côte d'Ivoire est prévue demain, mercredi. Quittons la France pour revenir en Côte d'Ivoire, mais pour parler de la langue française, avec cette nouvelle œuvre qui s'intéresse à comment éviter les écueils de la langue française. L'auteur entend ainsi contribuer à un bon usage de la langue par les élèves et même par les adultes. Herman Yamia. Nicolas Boileau a dit, et je cite, « La plus noble pensée ne peut plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée ». J'aimais Ambleby enseignant de son état a fait sienne cette maxime en publiant un livre intitulé « Parler et écrire correctement en français, pièges et difficultés à éviter ». On dit absent, absent. On ne dit pas il est absent. C'est pas on écrit AB, le bon, mais on ne dit pas bon parce qu'il y a une règle grammaticale qui dit tous les mots commençant par ABS se prononcent ap, ap. Donc on dira absent. Une œuvre dont la dédicace a drainé du bon et beau monde. Entre autres, le représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et celui de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cet ouvrage de 119 pages s'adresse à tous ceux qui désirent bien s'exprimer en français et surtout aux hommes des médias et hommes publics. L'ouvrage de Germain Ambleby est donc un répertoire de fautes usuelles à ne pas faire et des corrections idoines qu'il propose. C'est une invite à faire un bon usage de la langue française car pour l'auteur, parler correctement une langue, par conséquent la langue française, c'est se respecter soi-même. Les invités à cette cérémonie de dédicace ne se sont pas fait prier pour se procurer chacun un ou des livres. Un mot de santé, la lutte contre le paludisme, sujet principal d'une rencontre sous-régionale. Une quinzaine de pays africains sont réunis en ce moment même dans la capitale ivoirienne. Les pays membres du réseau des partenaires Faire reculer le palu partagent leurs expériences fructueuses en matière de lutte contre le paludisme. Le reportage est signé Chantal Akandon. Le paludisme, un obstacle à la santé et au développement des populations. En Afrique, chaque minute, un enfant meurt du palu. L'Afrique de l'Ouest est la région la plus touchée par la maladie. Face à cette situation alarmante, les acteurs du secteur africain et les partenaires au développement ont décidé de se retrouver ici à Abidjan pour revoir et planifier leur stratégie de lutte contre le paludisme. Selon chaque pays, il y a d'abord les stratégies qu'il faudrait bien harmoniser. Il y a d'abord la prévention qu'il faudrait bien renforcer et s'assurer qu'on est à l'échelle.
Et deuxièmement, pour la prise en charge, il faut qu'on assure qu'il y a des médicaments de bonne qualité. Le vaccin, il y a une étude qui a été faite. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en Afrique de l'Ouest aussi, nous avons des pays qui ont testé ce vaccin et nous sommes en phase sur l'avancement d'un des vaccins qui est vraiment l'espoir pour l'Afrique. La situation en Côte d'Ivoire est préoccupante. 43% des motifs de consultation sont liés au palu. Ils constituent également 26% des décès hospitaliers. Vos réflexions devront porter sur la mise en œuvre concertée au niveau sous-régional des stratégies novatrices à haut impact sur réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ce fléau, ainsi que de ses conséquences sur le développement durable. Cette rencontre annuelle réunit une centaine de participants du réseau Rollback Malaria venus de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour combattre efficacement le paludisme en Afrique de l'Ouest. Rappelons avant de refermer ce journal que les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes français assassinés au Mali, sont arrivés ce matin à Paris. Mais avant, ils ont été décorés à titre posthume par le chef de l'État malien. Et sur place au Mali, l'enquête se poursuit. Voilà qui met fin à ce point de l'actualité. Merci d'être resté avec nous et très bon après-midi sur RTI 1.